Soir. Bonjour à tous, bienvenue sur Nienko TV, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, si on veut, j'aime pas trop ça, je suis pas une série. Mais pour cette nouvelle année qu'on va passer tous ensemble, j'ai décidé de la reprendre quelques jours plus tôt. J'avais pas envie d'attendre la fin de mes vacances avant de faire une nouvelle vidéo parce que j'étais en manque de vous tous, en manque de nos échanges qu'on a régulièrement. Et c'est vous qui avez choisi le sujet de cette vidéo, les trois frères que vous avez demandé en masse sur le dernier sondage qu'on avait fait juste avant que je parte. Ça va demander de raconter l'histoire des inconnus en eux-mêmes parce que pour arriver au film de 95, il y a eu 10 ans de parcours qu'il faut que je mentionne. Donc désolé encore une fois si l'introduction sera un peu longue pour arriver sur le sujet qui est les trois frères des inconnus. J'espère que la vidéo vous l'apprécierez malgré le contexte, malgré les contraintes techniques parce que je n'avais pas de wifi. N'oubliez pas si vous appréciez la vidéo de vous abonner à la chaîne si vous trouvez que le travail est bon malgré le contexte. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de mettre un commentaire juste pour dire Coucou, c'est moi. Oh merde. Oh, mais j'adore l'abstrait. J'adore l'abstrait. Sac à merde, c'est une insulte. Non, ça va pas vous plaire, c'est dans la table. Le jour où on saura combien d'eau Pierre Jacques ont utilisé pour se lever le cul, on sera bien avancé là. Parler des trois frères, film réalisé principalement par Didier Bourdon sorti en 1995, avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, entre autres, c'est parler des inconnus. Et parler des inconnus, c'est parler de sketch, c'est parler de théâtre, c'est parler de musique, et c'est parler de cinéma, qui n'est pas leur seul moyen d'expression, et qui ont tous été récompensés dans la profession, ce qui reste au passage assez exceptionnel. Bonjour jolie dame, je vous... Bonjour madame. Les Inconnus, c'est une institution des années 80 et des années 90, et il s'agira donc de revenir sur leur histoire et sur tout ce qui les a amenés à ce premier film qu'est Les Trois Frères, car il y a d'abord eu l'échec commercial de Le téléphone sonne toujours deux fois en 1985, un film qui n'est pas réalisé par l'un des membres des Inconnus car réalisé par Jean-Pierre Vergne, qui a surtout eu une carrière d'assistant réalisateur au passage et que l'on pourrait ne pas considérer comme un film des Inconnus dans le sens où les Inconnus, à leur création en 1984, étaient 5, et qu'ils se nomment à l'époque les 5, alors que dans leurs films plus récemment et plus connus, ils étaient 3, parfois 2. Et ça n'est donc pas si simple de désigner quels films sont des films des Inconnus, ou pas. Par exemple, Pascal Légitimus va réaliser Anti-sur-scène, et il n'y aura qu'un caméo de Didier Bourdon et de Bernard Campan dedans, donc je ne le considère pas comme un film des Inconnus, et dans Bon Public, Rive Droite, un film qui n'est pas réalisé par l'un des trois humoristes, mais qui joue pourtant dans des rôles séparés, je ne considère pas ce film non plus comme un film des Inconnus. Pourtant, dans Le Paris et dans L'Extraterrestre, que je considère comme des films des Inconnus, Pascal Légitimus n'y jouera pas, alors que dans Madame Irma, c'est Bernard Campan qui y est absent, pour des raisons de droit d'auteur qui les empêchaient d'être tous les trois à l'écran en même temps, nous y reviendrons. Donc, un film des Inconnus est-il forcément réalisé par l'un des Inconnus ou plusieurs d'entre eux? Les trois doivent-ils être tous dedans pour que ça en soit un? Et si les Inconnus ne sont que deux et non trois, est-ce vraiment un film des Inconnus ou pas? Bref, ce n'est pas si simple et vous avez 4 heures. Bref, en prenant en compte ce contexte compliqué, nous remettrons à plus tard cette conversation. Plus tard, ouais. Revenons un petit peu en arrière pour bien comprendre. La rencontre entre les 5 se fait au début des années 80, suite à plusieurs rencontres dans des cafés-théâtres, et c'est l'émission Le Théâtre de Bouvard en 1982, Bouvard pour Philippe Bouvard bien évidemment, qui va les réunir et leur donner l'idée de former une troupe, ou plutôt un groupe. La troupe est officialisée suite à l'arrêt de cette émission à sketch typique des années 80, que Philippe Bouvard adorait présenter, et qui gardera comme concept à travers toutes ses émissions. On peut notamment penser aux grosses têtes, mais il y en a bien sûr bien d'autres. Le groupe est officiellement créé le 23 juin 1984 et sera composé de Smaïn, de Seymour Bruxelles, de Didier Bourdon, de Bernard Campan et de Pascal Légitimus. Ils tournent leur premier film dans la foulée, Le téléphone sonne toujours deux fois, et sera un échec commercial au box-office. Suite à cette expérience, Smaïn quitte le groupe pour se consacrer à une carrière en solo. Le groupe devient alors les 4 Karenko, et le Quatuor fait la connaissance de Paul Nelderman, qui sera leur producteur, qui est un formidable dénicheur de talent bien reconnu, et c'est le vrai début de leur carrière. Après un premier essai musical nommé Magic Tango, ils s'essayent à la scène en 1987, puis animent une émission de radio en 1988, jusqu'à ce que Seymour Bruxelles quitte à son tour le groupe, quittant la profession d'humoriste comédien pour devenir ostéopathe. Les Karkarenko cherchent alors un nouveau nom, et c'est Philippe Bouvard qui indirectement va leur donner l'idée des Inconnus, car Bouvard considérant que le nom des 5 appartenait à l'époque à son émission et qu'il n'avait pas le droit d'exploiter ce nom. Le nom du trio sera alors Les Inconnus, un nom ironique afin de répondre directement à Philippe Bouvard. De 1989 à 1992, Les Inconnus sont alors en pleine gloire. Les sketchs cultes fusent au travers de leurs émissions à la télé des Inconnus et obtiennent plusieurs récompenses, dont le Molière du meilleur spectacle comique, mais également de 7 d'or et de victoire de la musique. Bref, c'est un accomplissement. Et alors qu'ils sont au sommet de leur talent et de leur forme,
les inconnus ont le culot de vouloir arrêter le théâtre sur un sommet et de s'attaquer au cinéma dès 1993 avec l'écriture de leur premier film, ce sera Les Trois Frères. Car les inconnus ont l'envie de s'essayer à tout, et toujours avec succès, en mélangeant critique de la société, comédie et avec un petit fond de poésie. Et donc c'est la rencontre de trois univers, trois mondes différents qui vont s'affronter, se confronter, s'aimer, se détester pendant une heure et demie. Leur idée est de proposer une rencontre entre trois frères que tout oppose, et qui prétendent tout et son contraire par manque de repères et par le manque d'un père dans leur éducation, tout en faisant le constat d'une nouvelle génération divorce que le film va traiter. C'est du domaine de... Ouais, tu fais chier du domaine infosceptique, ça va, fais pas chier. Au passage, ce sera l'occasion d'y insérer quelques sketchs ici et là pour combler les vides, bien qu'ils soient, je pense, parfaitement insérés, la scène chez le notaire renvoyant au sketch des langages hermétiques, Et puis clairement, parce qu'elle comprend pas. L'usufruit de votre quote-part entière à diviser. Non, ça va pas, non? Excusez-moi. Excusez-moi, c'est m'est échappé parce que je comprends pas. le vendeur de télévision faisant appel au sketch des commerces, presque mot pour mot, le travail de Pascal Légitimus qui renvoie au sketch des publicitaires, il n'y a que le passage du millionnaire qui fait vraiment pièce rapportée à la fin du film, même si cela ne nous empêche pas de passer un très bon moment. Et c'est après un dîner avec Claude Berry et Jean-Marie Poiré que l'idée du film, appuyée par Claude Berry, se matérialisera. Maître Gonzalez, huissier de justice, je viens pour une affaire de carence de paiement de frais notariés, monsieur Latour est-il là? Claude Berry ayant des idées de film à sketch, et Jean-Marie Poiré préférera rester discret et ne pas participer à la conversation, jugeant que les trois acteurs pouvaient écrire seuls leur propre film. Claude Berry deviendra alors producteur du film, à la place de Paul Lederman, qui ne sera que coproducteur, car pas producteur de cinéma. Au contraire, le producteur des Inconnus sur scène et à la télévision va même mener la vie dure aux comédiens et aux producteurs durant le tournage du film, et c'est le début de ce qui amènera à la séparation des Inconnus dans les deux films suivants, les trois acteurs ayant interdiction par la suite d'apparaître ensemble à l'écran. A noter que Pascal Légitimus n'intervient ni dans l'écriture, ni dans la réalisation, même s'il a participé à l'élaboration de l'histoire. L'idée de l'héritage, par exemple, et du notaire, ça vient de lui. Ça va pas vous plaire, c'est en latin. Dis. Les datatum temporis sont... Oh non, j'aime pas. L'écriture du scénario sera longue à mettre en place et inspirée de la vie de chacun et d'un trait de leur caractère bien réel. Par exemple, seul Didier Bourdon était parent à l'époque, ce qui influencera l'écriture du scénario. Le personnage de Pascal Légitimus aura volontairement ce côté plus rangé et réservé que les autres, ce qu'il est dans la vie, tandis que le personnage joué par Bernard Campan est plus imprévisible, plus désorganisé, celui qui comprend les choses une heure après les autres. C'est pourquoi? C'est parce que finalement, moi j'ai un petit blême pour pioter ce soir, alors je vais savoir si c'était possible de me loger, quoi. Assisté à l'écriture par Michel Languinet, futur scénariste de la série Joséphine Ange Gardien, et amené par Claude Berry pour épauler les cinéastes néophytes à l'écriture, l'idée du nom de famille des Rougemont viendra de lui, les Rougemont ayant réellement existé dans la vie du scénariste. Mais une difficulté subsistait dans l'une des séquences les plus cultes du film, justement chez la famille Rougemont, imaginée comme une famille de la haute, au langage soutenu, et incapable de prononcer par principe le mot patate pour décrire une pomme de terre. Mais le gag du Colin, avec ou sans patate, Sans patate! paraissait tellement incontournable que les personnages composant cette famille ont été réécrits sur le tournage afin de les rendre bien plus simples et plus modestes. Quoi qu'il en soit, mon cher Didier, votre famille aujourd'hui, c'est nous. Mais d'autres producteurs tels que René Kleitman ont émis des réserves sur le scénario traitant de la mort d'une mère dès le début du film et de ces trois hommes qui vivent à un moment donné dans la rue avec un enfant, ce qui n'était pas un sujet de comédie pour le producteur qui se retirera. Claude Berry, inquiet du retrait de ce producteur, commence à paniquer, sans compter que de passer de la télévision au cinéma se fait rarement sans casse. Et c'est Claude Zidi, le réalisateur bien connu, qui validera le scénario, le trouvant excellent. Bref, la production du film et le tournage également est sous pression, car encore une fois, passer du théâtre à la télévision méritait d'être encadré, puis de la télévision au cinéma méritait d'être encadré, et c'est tout un monde d'écart. Concernant l'acteur jouant Michael, le fils caché de Didier Bourdon dans le film, Claude Berry imposera l'audition de Jordi, le jeune chanteur à succès de l'époque. Mais selon Bernard Campan, le jeune chanteur était bien trop jeune et très peu concerné par l'idée de tourner un film, ne faisant que lire les dialogues sans y mettre aucun ton. Sans compter que Jordi, c'était tout ce que les Inconnus dénonçaient, il suffit de regarder le sketch des chansons françaises avec le fœtus qui chante pour s'en rendre compte. D'où le choix d'Antoine Dumerle pour interpréter le jeune garçon, bien qu'il était en ballottage avec un autre enfant plus confirmé avec davantage d'expérience, mais Didier Bourdon imposera le jeune Antoine Dumerle malgré le fait qu'il n'avait aucune notion de la caméra et de son placement. Deux caméras seront d'ailleurs braquées sur le jeune acteur en permanence, un plan serré et un plan lointain, afin de ne pas rater la prise juste, car Antoine Dumerle, comme beaucoup de jeunes acteurs, était légèrement capricieux sur le tournage, et n'avait pas forcément la faculté de répéter des scènes plusieurs fois avec le même naturel. Bon, ben je vais vous prendre une baguette, madame, s'il vous plaît. Une baguette.
Mais grosse pute pas trop cuite, s'il vous plaît. Un conseiller technique est également imposé par Claude Berry afin d'apporter sa technique au trio, novice derrière la caméra. Ne serait-ce que de dissocier la bobine de l'image et la bobine du son, c'était inhabituel pour les trois acteurs, car ce n'est pas le même système à la télévision où l'image et le son vont ensemble. Ça va d'ailleurs amener des divergences de point de vue sur le tournage, le chef opérateur faisant remarquer aux trois acteurs que certains plans étaient moches, car pas forcément bien éclairés ou bien cadrés, l'humour l'emportant parfois volontairement sur la technique. Et ce qui est vrai, car d'un point de vue réalisation, c'est assez terne et conventionnel à l'image, une réalisation plutôt taillée pour un téléfilm que pour un film au cinéma, sans la dimension cinématographique en quelque sorte, mais le sujet est-il vraiment là? Car comme le fera remarquer Didier Bourdon bien plus tard, le cinéma comique ne peut pas être 100% esthétique, sinon cela risque de ne plus être drôle du tout à un moment donné. A noter que dans le film, Elie Moon va jouer son premier rôle dans un film professionnel, la fameuse scène du dîner chez Pascal Légitimus. Puis ton braque. Ah, d'accord. Vasarelli. Cette scène a été la source d'un fou rire d'1 heure entre Elie Moon et Bernard Farcy, qui a été pris sur le tournage car ayant été en fac avec Pascal Légitimus. Et c'est Bernard Farcy qui improvisera sur place l'expression des frères Mickey. Vous vous foutez de ma gueule, les frères Mickey? Oh, Mickey. Tourné entre janvier et mars 95 pour une sortie programmée à décembre, le film est co-dirigé par Didier Bourdon et Bernard Campan, bien que ce soit clairement Didier Bourdon qui dirige le tournage et les acteurs. D'accord, enfin écoutez, tu aussi, toi, tu as envie de mais laissez-moi rire. Mais en plus, je lui avais proposé, tu vois, pour qu'on comprenne qu'il y a un petit laps de temps. Bien sûr, monsieur le président, je lui ai même fait des promotions intéressantes, vous savez. Les décors réels sont quasiment tous privilégiés dans le film, afin de transformer le long métrage en un road movie authentique représentant la France telle qu'elle est, en tout cas telle que les trois acteurs le voyaient. Et fort de ces 7 millions d'entrées et récompensé par le César du meilleur premier film, malgré des critiques presse plutôt mauvaises, mais fallait s'en douter, c'était pareil pour le numéro 2, mais cette fois-ci à raison. Mais voyons déjà ce que je pense du tout premier film, Les Trois Frères des Inconnus. Un super Nintendo. Une Super Nintendo. Alors oui, le film n'est pas esthétique. Oui, Didier Bourdon a privilégié le champ contre champ pour avoir la réaction des personnages avant tout, plutôt que de chercher la fluidité de la caméra. Mais c'était pour gagner en efficacité comique. Dis-moi pour ma nouvelle secrétaire. Ah, mais justement, avec madame, on est en train de... Écoute-moi. Marketing opérationnel, une certaine Virginie, elle a les qualités requises. T'as tout compris? Oui, il y a une volonté également de faire le lien avec leur sketch en incorporant plusieurs au scénario, mais encore une fois, c'est plutôt bien fait. Bien plus fin que ça ne l'a été dans la suite des Trois Frères. Mais en dehors de ces petits défauts, ce premier, car oui, c'est bien le premier film des inconnus, les inconnus tels qu'on les a connus, ce film respire l'authenticité et la sincérité en grande partie parce que l'histoire est tragique. On en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais la comédie vient de la tragédie. C'est une tragédie sous un angle comique. Ah, madame, s'il vous plaît, madame. Car ce qui se passe dans ce film est grave. Trois orphelins, divisés, qui sont dans le paraître, dans le semblant. L'un met en avant sa situation auprès des autres mais vit chez ses beaux-parents qui le méprisent en utilisant une jeune femme vulnérable et naïve. L'autre court les cachets de plateau en plateau de film X, ou en faisant le marché, mais se faisant passer pour un comédien alors qu'il dort dehors. Le troisième, lui, semble être le plus installé, mais sa vie va foutre le camp dès qu'il va croiser le chemin des deux autres, et sa vie est restée froide, terne, à l'image de son bel appartement dont il prétend qu'il est propriétaire, alors que non. Encore une fois, ils sont dans le paraître et c'est vachement touchant. Ils vont trouver un but commun autour de cet enfant, qui lui aussi a grandi sans père, et voit à peine sa mère qui est toujours quasi absente. Et suite à leur mésaventure, tous les quatre vont peu à peu se clochardiser. Une espèce de descente aux enfers, qu'on aurait pu voir également dans une époque formidable avec un angle de vue plus sérieux, mais qui fait énormément rire, sur chaque vanne, sur chaque réplique, sur chaque scène, sur chaque virgule. Je vais vous montrer que nous avons de la dignité chez les Rougemont. Et toi, arrête de chialer, hein? Oh, monsieur Charles-Henri vous laisse emporter par la dignité. Ta gueule! Hein? C'est bien simple, ça me fait l'effet camping ce film, car tout sonne juste, tout est à la virgule près, sans forcément avoir été répété 30 fois, en tout cas ça ne se sent pas. Je pense à toutes les scènes chez les Rougemont, la nuit dans le motel avec le point de Schwarzenegger sur la gueule, même Pascal Légitimus qui dit c'est ce putain de lavabo, c'est parfait. Ce qui n'empêche pas des moments tendres et touchants, quand ils sont fiers par exemple d'avoir quitté le restaurant sans payer après une super mise en scène, et que le petit Michael leur dit « Et maintenant, on va où ?» et qu'ils s'arrêtent de rire car ils ne le savent pas eux-mêmes. La scène au bord du vide, très cynique, très mélancolique, et j'adore la phrase « Deux demi-frères, ça n'a jamais fait un frère ». La scène du notaire, la scène de l'huissier, la scène du dîner chez Légitimus, c'est bien simple, j'étais voir Les Trois Frères au Grand Rex, film qui repassait juste avant l'avant-première du Trois Frères le Retour, et qu'est-ce qu'on a ri. Quel communion dans la salle, c'était l'une de mes plus belles séances de ma vie. Et pourtant, on connaissait tous le film par cœur. On récitait tous presque en avance, et ce genre d'exploit, c'est presque impossible à rééditer. La preuve,
Les trois frères Le Retour est passé juste après, et c'était pas du tout la même ambiance dans la salle, bien qu'on était tous disposés à rigoler à nouveau. Car quand tu veux refaire quelque chose qui a très bien fonctionné, et que donc tu reprends un premier travail déjà parfaitement accompli, tu ne peux pas être aussi naturel et spontané quand tu veux retrouver un état d'esprit passé. C'est contre nature. Tu le referas toujours sans la même justesse, sans la même spontanéité, sans l'effet de surprise, et c'est ce qui arrivera malheureusement aux trois frères numéro 2. Mais en ce qui concerne celui-là, il est aisément rentré dans mon top 10 sans aucune hésitation. D'ailleurs, mon top 20 des comédies françaises est disponible sur ma chaîne, et c'est bien simple, ils ne feront jamais mieux. Ni avec le pari, encore moins avec l'extraterrestre, pas mieux avec les rois mages, même si on a enfin pu avoir le plaisir de les revoir tous les trois ensemble, d'autres films des inconnus dont nous aurons l'occasion de parler un jour. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je suis désolé de ne pas avoir été présent physiquement avec vous, mais sans caméra c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, j'espère que la vidéo aura été appréciable pour vous. N'oubliez pas de mettre des commentaires, de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt en chair et en os pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de vacances à vous tous. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.